They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. Take a look at what happened. Et si Donald Trump n'était pas un danger pour l'économie, mais un révélateur de la façon dont l'argent fonctionne vraiment? Parce que la plupart des gens analysent Donald Trump avec leurs émotions, I'm going to say one thing. Fuck Trump. leur opinion politique ou ce qu'ils voient dans les médias. How dare you weigh in on what they were and what they weren't? Keep your stupid thoughts in your diaper where they belong. Parce qu'on le sait tous très bien, les médias occidentaux notamment adorent diaboliser Donald Trump. Et du coup, le grand public voit du chaos, du danger, de l'instabilité chez cet homme. Mais il y a un problème. Les marchés ne pensent pas comme les médias, ni comme l'opinion publique. Et très souvent, ils réagissent à l'inverse de ce qu'on croit logique. Et si on analyse le monde uniquement avec ce prisme-là, on passe à côté de ce qui compte vraiment. La perception du risque, la lisibilité du pouvoir et la psychologie des marchés. Et dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire s'il faut aimer ou détester Donald Trump. Ça, tout le monde le fait déjà. On va plutôt voir pourquoi certains profils ultra clivants attirent autant l'attention. Et parfois même le capital. Et pourquoi le chaos fait peur à la majorité, mais peut rassurer ceux qui savent lire entre les lignes. Et surtout, je vais vous montrer comment changer de grille de lecture, d'arrêter de subir l'actualité et de commencer à comprendre enfin comment l'argent réagit quand le monde devient vraiment instable. Partie 1. Comment Donald Trump est devenu de Donald Trump. Avant de parler des marchés financiers, d'argent ou de chaos, il faut d'abord faire un pas en arrière et comprendre une chose essentielle. Donald Trump n'est pas arrivé là par hasard. Ce n'est ni un accident de l'histoire, ni une simple anomalie politique. C'est le résultat d'un parcours, d'un contexte et d'une personnalité qui s'est construite très tôt dans le rapport de force. Donald Trump naît en 1946 à New York, au sein d'une famille déjà extrêmement riche. Son père, Fred Trump, est un promoteur immobilier dur, froid, obsédé par la réussite et convaincu que le monde se divise en deux catégories de personnes, ceux qui gagnent et ceux qui subissent. Et ce message, il va le transmettre à son fils dès l'enfance. Et dans cet univers, la faiblesse n'est pas une option et l'échec n'est jamais une excuse. Donc Donald grandit entouré d'argent, mais surtout sous une pression permanente. La pression de devoir être à la hauteur, de prouver qu'il mérite sa place et qu'il n'est pas simplement le fils d'eux. Très jeune, il développe un caractère explosif, provocateur, difficile à canaliser, à tel point que son père prend une décision radicale. L'envoyer à la New York Military Academy à l'âge de 13 ans, un environnement strict, brutal, où la discipline et la compétition sont omniprésentes. Et contre toute attente, Donald ne s'effondre pas dans ce cadre. Au contraire, il s'y adapte puis s'y épanouit. Et c'est là qu'il se forge une mentalité qui ne le quittera jamais. L'idée que la vie est un combat permanent et que reculer, c'est déjà perdre. Et cette logique de confrontation, il va ensuite l'appliquer à tout ce qu'il va entreprendre. Quelques années plus tard, dans les années 1970, Donald Trump fait une rencontre décisive. Roy Cohn, avocat sulfureux, connu pour ses méthodes agressives et son mépris total des conventions. Cohn devient son mentor et lui transmet 3 règles qui vont profondément structurer sa manière de penser et d'agir. Règle numéro 1, attaquer, attaquer, attaquer. Règle numéro 2, ne jamais admettre la moindre erreur. Et règle numéro 3, sa plus importante, quoi qu'il arrive, toujours proclamer la victoire. Et ces principes, Donald Trump ne les verra pas comme des conseils, mais comme une philosophie de vie. Et lorsqu'il rejoint officiellement l'entreprise familiale au début des années 70, Donald Trump ne se contente pas de gérer ce que son père a bâti. Très vite, il voit plus grand. Il ne veut pas simplement être riche, il veut être visible. Il ne veut pas seulement posséder des immeubles, il veut que son nom devienne indissociable du succès et du pouvoir. Et Manhattan devient son obsession. Et c'est à partir de 1978, avec la rénovation du Commodore Hotel, le futur Grand Hyatt, qu'il commence réellement à se faire un nom. Le tournant symbolique arrive en 1983 avec l'inauguration de la Trump Tower sur la 5e avenue, un gratte-ciel de luxe couvert de verre et de bronze où son nom s'affiche en lettres gigantesques. Ce n'est plus seulement un bâtiment, c'est une marque. À partir de là, le nom Trump s'étend à tout. Hôtel, casino, résidence, avion, club, livre. Bref, tout devient Trump. Tout devient sa signature. Et dans les années 80, Donald Trump incarne à lui seul l'excès américain. Il est partout, dans la presse, dans les soirées mondaines, dans les émissions de télévision, dans l'imaginaire collectif. Il comprend avant beaucoup d'autres que la visibilité n'est pas un simple bonus, mais un levier de pouvoir à part entière. Plus on parle de vous, plus vous existez, même quand on vous critique. Mais cette ascension fulgurante va brutalement s'interrompre. À la fin des années 80 et au début des années 90, son empire se fissure puis vacille. Les dettes s'accumulent, les projets échouent et plusieurs de ses casinos à Atlantic City font faillite. En 91, Trump est personnellement endetté à hauteur de près d'1 milliard de dollars. Les médias qui l'avaient porté au nu commencent à annoncer sa chute. Beaucoup pensent alors que l'histoire est terminée. C'est pourtant à ce moment précis que Trump fait ce qu'il fera toute sa vie.
Il refuse de disparaître. Et plutôt que de subir l'échec, il le transforme en récit. Il ne cherche pas à se faire oublier, mais à reprendre le contrôle de son image. Il se réinvente en personnage médiatique, puis en star de la télévision avec The Apprentice en 2004, où des millions d'Américains découvrent chaque semaine une version de Trump froide, autoritaire, sûre d'elle, qui décide du sort des autres sans trembler. Et à partir de là, Donald Trump n'est plus seulement un homme d'affaires. Il devient une figure culturelle, un symbole, une incarnation de la réussite dure, conflictuelle, assumée. Et lorsqu'il se lance en politique en 2015, il ne le fait pas avec les codes traditionnels. Il arrive avec cette même logique de confrontation en parlant directement aux frustrations, aux colères et aux sentiments de déclassement d'une partie de la population. Et c'est comme ça qu'il devient le 45e président des États-Unis en 2017. Ensuite, il sera réélu en 2021 pour être le 47e président des États-Unis. Et qu'on adhère ou non à ce qu'il dit, une chose devient évidente. Trump occupe l'espace d'une manière que peu de figures publiques savent faire. Il impose son rythme, dicte les thèmes du débat et oblige tout le monde à réagir par rapport à lui. Et même ceux qui le rejettent finissent par graviter autour de sa présence, de son nom et de ses symboles. Donc maintenant, on comprend mieux qui est Donald Trump et comment il s'est construit. Mais cette compréhension reste incomplète, car la vraie question ne se porte pas seulement sur l'homme ou sur son histoire, elle porte sur ce qui se passe autour de lui. Pourquoi un personnage aussi clivant, aussi conflictuel en apparence, ne provoque-t-il pas systématiquement la panique financière que beaucoup anticipent? Pourquoi, à certains moments clés, l'argent ne fuit-il pas, mais observe, attend, voire se repositionne? Et pour répondre à ça, il va falloir changer de regard et commencer à observer Donald Trump non plus comme un individu, mais comme un signal. Partie 2. Ce que les marchés regardent quand tout le monde regarde ailleurs. Maintenant que l'on comprend mieux qui est Donald Trump et comment il s'est construit, une question beaucoup plus dérangeante commence à émerger. Pourquoi, malgré son style brutal, ses sorties imprévisibles et les polémiques permanentes, les marchés ne réagissent-ils pas toujours par la panique que l'on nous annonce? Car si on se fie au récit dominant, Trump devrait être une source constante d'instabilité financière. Un président capable de tout remettre en cause, de créer des tensions diplomatiques ou commerciales en quelques mots, comme ce qu'on a eu avec les droits de douane, le cas au Groenland ou même avec la pression qu'il a donnée à Jerome Powell. Et tout ça, ça devrait logiquement provoquer des fuites massives de capitaux. Et pourtant, la réalité est beaucoup plus nuancée. Pour comprendre ce décalage, il faut changer de point de vue. Là où l'opinion publique se concentre sur le fond des déclarations, les marchés, eux, s'intéressent avant tout à leurs conséquences immédiates et à ce qu'elles révèlent du rapport de force. Parce qu'avec Trump, une simple phrase suffit souvent à faire bouger le monde. Prenons d'abord le cas des droits de douane. Lorsqu'en 2018, Trump annonce vouloir taxer massivement les importations chinoises, les marchés ne réagissent pas de manière émotionnelle. Ils déroulent un raisonnement en cascade. Si les droits de douane augmentent, alors les coûts d'importation augmentent. Si les coûts augmentent, alors les marges des entreprises exposées au commerce international se réduisent. Et donc à partir de là, certaines actions deviennent moins attractives, notamment dans l'industrie, la distribution ou la technologie. Et donc en parallèle, les investisseurs cherchent des entreprises plus domestiques, moins dépendantes des chaînes de valeur mondiales ou des actifs considérés comme plus défensifs. Et donc le mouvement n'est pas un réflexe de panique, mais un rééquilibrage progressif des portefeuilles des investisseurs. Et ce même raisonnement s'applique lorsque Trump s'attaque publiquement à Jerome Powell et à la Réserve fédérale. Là encore, il ne s'agit pas d'un simple clash politique. Pour les marchés, cette pression remet en question un pilier fondamental, l'indépendance de la banque centrale. Or, si cette indépendance est fragilisée, alors la trajectoire des taux d'intérêt devient plus incertaine. Et donc cette incertitude se traduit immédiatement par une hausse de la volatilité sur les obligations, des ajustements sur le dollar et des repositionnements sur les actifs sensibles aux taux comme l'immobilier ou comme on a déjà parlé, les obligations. Autrement dit, une phrase suffit à modifier les anticipations monétaires sans qu'aucune décision concrète n'ait encore été prise en compte. Et pareil pour le cas du Groenland qui est encore plus révélateur, parce que ça montre à quel point les marchés regardent au-delà du discours. Lorsque Trump évoque publiquement la possibilité d'acheter ce territoire, l'opinion devient une provocation. Les marchés, eux, y voient un signal géostratégique. Ils comprennent que Trump parle en réalité des ressources naturelles, mais aussi de terres rares, de contrôle des routes maritimes arctiques et donc de puissance à long terme. Et à partir de ce moment-là, ce sont certains secteurs liés aux matières premières, à l'énergie ou à la défense qui deviennent plus sensibles, non pas parce que la transaction va avoir lieu, mais parce que le rapport de force global est en train d'évoluer. Et pareil avec le Bitcoin, la mécanique est exactement la même, mais sur un autre terrain. Lorsque Trump critique les crypto-monnaies et les présente comme une menace pour le dollar, les marchés ne cherchent pas à savoir s'il comprend la technologie, ils traduisent directement cette prise de position en probabilité réglementaire. Si le discours politique devient plus hostile, alors un durcissement du cadre légal devient plus plausible. Donc ça se traduit par une augmentation de la volatilité, des mouvements rapides sur les prix et des ajustements massifs sur les positions les plus spéculatives. Donc là encore, ce n'est pas l'action qui compte, c'est plutôt le signal. Et enfin, lorsque Trump durcit le ton sur des dossiers géopolitiques sensibles comme le Venezuela ou l'Iran, la réaction est tout aussi structurée. Les marchés de l'énergie intègrent immédiatement
un risque potentiel sur l'offre mondiale de pétrole et ce risque se traduit par des hausses ou des tensions sur les prix, parfois par des arbitrages entre producteurs et par un regain d'intérêt temporaire pour certains actifs qui sont considérés comme refuges. Bref, rien n'est laissé au hasard, chaque déclaration est traduite en scénario. Et ça, c'est l'intégration des marchés financiers de toute l'information disponible. C'est ce que Eugène Fama avait traduit par l'efficience des marchés financiers. À chaque fois qu'une information est devenue publique, elle va être intégrée dans les prix des marchés financiers. Et donc, les marchés vont devenir maintenant pricés avec l'ensemble de l'information disponible. Et donc, ce que Trump fait, volontairement ou non, c'est créer de la volatilité. Et cette volatilité, contrairement à ce que beaucoup imaginent, c'est pas forcément un problème pour le capital. Ça devient même en vrai une information en soi. Parce que plus les déclarations sont tranchées, plus les positions deviennent claires, plus les réactions sont fortes, plus les arbitrages sont possibles. Donc là où le flou paralyse, la brutalité du signal permet d'agir. Et c'est pour ça que les marchés ne regardent pas Trump comme un homme imprévisible, mais comme un homme prévisible dans sa manière de surprendre. Il choque, il provoque, il bouscule, mais il le fait toujours selon une logique identifiable, un rapport de force, une confrontation directe, une décision rapide. Ça ne veut pas dire que Trump rassure tout le monde, loin de là. Ça ne veut pas dire qu'il est bon pour l'économie ou sans danger. Ça signifie simplement que pour les marchés financiers, le chaos n'est pas automatiquement synonyme de fuite. Ce qui compte, c'est la capacité à lire ce chaos. C'est là que la majorité des particuliers se trompent. Ils regardent l'actualité avec leurs émotions, pendant que le capital, lui, observe les signaux, les flux et les réactions en chaîne. Mais maintenant, il manque encore une pièce essentielle pour avoir une vision complète. Parce que lire les marchés, ce n'est pas une question d'opinion ou d'intuition, c'est aussi une question de méthode. Et cette méthode, il y a très peu de particuliers qui la possèdent réellement. Et c'est pour ça que si vous voulez aller plus loin et comprendre vraiment comment les investisseurs lisent ce type de signaux, je vous ai mis à disposition une ressource 100% gratuite dans laquelle je vous explique étape par étape comment faire pour investir en bourse en 2026. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour apprendre comment investir en bourse en 2026. Et donc, elle vous permettra de mieux distinguer le bruit médiatique des vrais indicateurs que regardent les marchés. Parce que comprendre ce que font les marchés, ça suffit pas vraiment. Donc maintenant, la vraie question, c'est de savoir ce que nous devrions faire face à ce type de figure et face à ce type de monde avec des gros rapports de force. Partie 3, les moments précis où une parole a fait bouleverser les marchés financiers. Et donc, pour vraiment comprendre comment Donald Trump agit comme un signal économique, il faut passer du général au concret et revenir à des moments précis où ces paroles, parfois même une phrase, ont suffi à faire bouger des marchés entiers. Parce que lorsqu'on est face à l'argent et à l'anticipation, ce ne sont pas les intentions qui comptent, mais c'est l'interprétation que les capitaux en font. Et commençons par un épisode hyper éclairant, c'est la guerre commerciale de 2025. En mars-avril 2025, Trump annonce une escalade majeure des droits de douane américains contre la Chine et d'autres pays avec des surtaxes pouvant atteindre plus de 100% sur certains produits. Et cette seule décision a déclenché une réaction en chaîne sur les places financières mondiales. À Wall Street, l'indice Dow Jones a plongé d'environ 3 à 4%, le S&P 500 s'est effondré de moins 5% et le Nasdaq a perdu moins 6% en une seule séance, ce qui représentait alors la plus forte baisse depuis mars 2020. Mais ce n'est pas tout, l'annonce a aussi déclenché une cascade de réactions sur les marchés européens et asiatiques. La bourse de Francfort a reculé jusqu'à moins 7,86%, la bourse de Paris a perdu plus de 6%, et d'autres grandes places comme Milan, Londres et Zurich ont connu de fortes baisses. Donc bref, en 2 jours, plus de 6 000 milliards de dollars de valorisation mondiale se sont évaporés et les géants technologiques, Google, Apple, Microsoft, Meta, Tesla, Nvidia, ont vu leur capitalisation collective fondre d'environ 1800 milliards de dollars. Et ce qui est frappant dans cet épisode, c'est pas seulement l'ampleur de la chute, mais aussi la vitesse, parce que tout est parti d'un signal politique clair. Une politique commerciale agressive qui a instantanément été interprétée comme un risque de récession, de contraction du commerce mondial et aussi d'une hausse de l'incertitude macroéconomique. Passons maintenant à un autre niveau d'actifs, les crypto-monnaies. En mars 2025, Trump annonce la création d'une réserve stratégique de crypto-monnaies. L'idée que le gouvernement américain pourrait constituer une réserve de crypto comme le Bitcoin, l'Ether, le Solana ou le XRP. Cette seule annonce a suffi à provoquer une réaction spectaculaire sur les marchés crypto. Après avoir chuté sous les 80 000 $, le Bitcoin remonte brièvement autour de 95 000 $ et après monte au-dessus des 100 000 $. Et de nombreux altcoins connaissaient des hausses très nettes, parfois à 2 chiffres, dans les heures qui ont suivi l'annonce. Et sur le plan des actions liées au secteur, l'impact a aussi été très sensible. Lors de l'annonce de tarifs douaniers étendus en avril 2025, les actions de grandes plateformes crypto ont chuté avant l'ouverture. Coinbase a perdu environ 4%, des sociétés minières comme Riot Platforms et Bitsfarm ont reculé de moins 5 à moins 6%, tandis que Bitcoin et Ether eux-mêmes ont été tirés vers le bas. Et enfin, en octobre 2025, une annonce encore plus radicale, Trump imposant des tarifs de 100% sur les technologies chinoises critiques dans le cadre de la guerre commerciale. Et ça a déclenché une vague de liquidation record sur le marché crypto. En une seule journée, environ 19 milliards de dollars de capitalisation ont été effacés du marché des cryptos, avec le Bitcoin chutant d'environ moins 8% juste après l'annonce. Bref, c'est juste des exemples très concrets où les marchés n'ont pas attendu une loi ou une politique mise en place sur le long terme. Ils ont réagi dès que le signal est apparu. Et donc une phrase, un chiffre, une annonce et les capitaux se repositionnent. Donc la logique est claire.
Les marchés n'analysent pas l'intention morale ou politique de Trump, ils analysent le signal d'incertitude ou de changement dans le rapport de force global. Et ils traduisent ce signal en mouvement d'achat ou de vente, parfois massif et immédiat. Et donc cette mécanique explique comment quelqu'un comme Trump, perçu par beaucoup comme chaotique, peut quand même avoir une influence très nette sur ce qui se passe avec l'argent dans le monde et les mouvements, les flux d'argent sur les marchés financiers. Maintenant qu'on a vu ces moments précis, il devient beaucoup plus clair que l'argent réagit à cette information, à ce signal. Et la vraie question n'est plus est-ce que Trump fait peur? Parce que ça, on s'en moque un peu, mais c'est plutôt pourquoi une parole politique devient-elle un indicateur financier que les marchés traduisent instantanément? Partie 4. Trump n'est pas le problème, il est le signal. Donc si on prend un peu plus de recul, une chose devient évidente. Donald Trump n'est pas une anomalie de l'histoire moderne, il n'est ni une erreur de casting, ni une parenthèse étrange dans un monde qui fonctionnerait normalement sans lui, il est le produit logique du monde dans lequel on vit. Et il faut le rappeler, ce n'est pas un dictateur qui a pris le pouvoir par la force, il a été élu démocratiquement lors des élections présidentielles américaines à 2 reprises. Autrement dit, Trump n'est pas arrivé contre la société, il est arrivé par la société. On est donc dans un monde marqué par l'instabilité économique, par la défiance envers les institutions, par la perte de crédibilité des élites traditionnelles et par une saturation permanente de l'information. Et dans ce type de contexte, les profils lisses, consensuels et technocratiques cessent de rassurer. Et pire encore, ils donnent souvent l'impression d'être déconnectés, hors sol et incapables de comprendre ce que vivent réellement les populations. Non pas comme une cause, mais comme un révélateur. Il cristallise des tensions qui existaient déjà depuis des années. Il met en lumière des fractures sociales, culturelles et économiques que beaucoup préféraient ignorer. Et surtout, il montre une chose fondamentale. Le monde n'est plus gouverné uniquement par la stabilité, mais par la perception. Et ce que Trump comprend instinctivement, c'est que dans un environnement saturé d'informations, le pouvoir ne vient plus seulement des décisions concrètes, mais de la capacité à envoyer des signaux forts, à imposer un récit, à capter l'attention, à forcer tout le monde à réagir même négativement. Car dans ce monde-là, être ignoré est bien plus dangereux qu'être critiqué. Et ce mécanisme dépasse très largement Trump, parce qu'on le retrouve dans la montée des populismes en Europe, avec des figures politiques qui rejettent les discours technocratiques traditionnels pour parler directement aux émotions et aux peurs. On le voit en Amérique latine avec des dirigeants qui arrivent au pouvoir en promettant une rupture totale avec les élites en place. On l'observe aussi dans certains pays d'Europe de l'Est où des leaders forts s'imposent en se présentant comme les seuls capables de défendre la nation face à un monde perçu comme hostile. Et même en dehors de la politique, ce phénomène est visible. Dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans l'économie de l'attention. Bref, les personnalités les plus visibles ne sont pas forcément les plus consensuelles, mais celles qui divisent, celles qui provoquent, qui polarisent. Parce que dans un monde fragmenté, la neutralité n'existe plus vraiment. Et donc Trump s'inscrit exactement dans cette logique. Il ne cherche pas à rassembler tout le monde, il cherche à mobiliser fortement une partie de la population, quitte à en repousser une autre. Et dans un système démocratique, ça suffit parfois à gagner. Et ce que révèle Trump au fond, ce n'est pas une dérive exceptionnelle. C'est une transformation profonde de nos sociétés. Une époque où la confiance s'effrite, où les repères traditionnels vacillent et où le pouvoir passe de plus en plus par la capacité à maîtriser la perception plutôt que par la recherche du consensus. Et donc, à partir de là, une évidence s'impose. Tant que ces conditions existeront, Trump ne sera pas un cas isolé. D'autres figures du même type continueront d'émerger sous des formes différentes dans d'autres pays, avec d'autres discours, mais selon la même logique. Et c'est précisément pour ça qu'une dernière question devient inévitable. Si Trump n'est pas une exception, mais un symptôme, alors qu'est-ce qui vient après lui? Parce que le vrai sujet, c'est pas savoir si Trump est bon ou mauvais. Le vrai sujet, c'est de comprendre pourquoi ce type de figure émerge précisément dans ce genre de monde. Et pourquoi ce monde produit de plus en plus de profils clivants, polarisants, capable de capter l'attention, de redessiner les rapports de force. Parce qu'en réalité, Trump agit comme un miroir. Il renvoie à la société ce qu'elle est devenue. Fragmentée, émotionnelle, instable, mais aussi profondément en quête de repères. Et tant que ces conditions existeront, ce type de personnage continuera d'apparaître sous une forme ou sous une autre. Donc maintenant, on vient de comprendre que quelque chose de beaucoup plus large que le simple cas Trump existe. On a compris que le chaos n'est plus une simple exception, qu'il est devenu de nos jours une caractéristique structurelle du monde moderne. Mais alors, il y a une question qui se pose naturellement. Comme je vous l'ai dit, si Trump n'est qu'un signal, ce n'est qu'un symptôme, qu'est-ce qui vient après? Partie 5, et après Trump, qu'est-ce qu'il y a? Penser que Trump est un phénomène isolé serait une erreur. Ce serait croire que le monde va soudainement redevenir stable, lisible et prévisible une fois qu'il quittera la scène. Or, tous les indicateurs montrent exactement l'inverse. Le monde devient multipolaire. Les tensions géopolitiques s'intensifient. Les blocs économiques s'opposent de plus en plus frontalement. Les chaînes de valeur se fragmentent. Les monnaies, les ressources, l'énergie, la technologie deviennent des armes stratégiques. Et dans ce contexte, Trump n'est pas une fin, c'est un avant-goût. D'autres figures du même type vont émerger, peut-être avec un style différent, peut-être dans d'autres pays, mais toujours avec la même logique. Capter l'attention, polariser, créer des ruptures claires, envoyer des signaux forts dans un monde saturé de bruit. C'est là que tout l'enjeu se déplace pour nous. La question, c'est plus de savoir qui sera le prochain Trump. La vraie question, c'est
Comment lire dans ce monde-là sans se laisser happer par l'émotion? Parce que dans ce monde instable, ceux qui subissent sont souvent ceux qui confondent information et agitation. Ceux qui paniquent face au chaos, ceux qui réagissent trop tard et au pire moment. À l'inverse, ceux qui comprennent que le chaos est devenu la nouvelle norme apprennent à lire les signaux plutôt que les discours, à observer les flux plutôt que les opinions, à distinguer le bruit médiatique de ce qui fait réellement bouger l'argent. Et c'est probablement ça la leçon la plus importante de cette histoire. Trump ne nous apprend pas seulement quelque chose sur la politique, il nous apprend quelque chose sur la manière dont fonctionne le monde aujourd'hui. Un monde où le pouvoir ne se cache plus seulement dans les institutions, mais dans la capacité à influencer la perception. Un monde où l'instabilité n'est plus une anomalie, mais un environnement permanent. Et un monde où comprendre ces mécanismes devient désormais une compétence essentielle. Parce qu'au fond, ce n'est pas Trump qu'il faut comprendre, c'est le monde qu'il révèle. On arrive à la fin de cette vidéo. Si cette histoire t'a fait comprendre que Trump n'est pas juste un personnage politique, mais un signal géopolitique et économique, alors il y a un point précis qu'on ne peut pas laisser de côté. Pourquoi Donald Trump fait une obsession sur le Groenland? Et j'ai fait une vidéo à ce sujet. Tu peux cliquer autour de l'écran pour la regarder dès maintenant. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à la liker, à t'abonner. Si tu as des retours à me faire, très preneur que tu me les indiques en commentaire, je me ferai un plaisir de répondre à tout le monde. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.